Merci Merci. Didier. On va passer à la deuxième présentation qui sera réalisée par Rachid Zantar. Donc Rachid, si tu peux mettre ta vidéo. Voilà, donc Rachid Zantar est professeur à l'IMT Lille Douai. En tant que chercheur, son activité principale est orientée vers la valorisation, la réutilisation des sous-produits industriels et des déchets dans le domaine du génie civil. La démarche de recherche s'articule autour de 4 axes: la caractérisation de ressources secondaires ou alternatives, la conception de matériaux de construction à propriétés ciblées en fonction des usages, en utilisant des méthodes basées entre autres sur l'intelligence artificielle, le développement d'outils de prédiction du comportement de nouveaux matériaux et enfin l'expérimentation à l'échelle du terrain. Donc, Rachid. Très bien, merci Valérie. Donc, Bonjour. pendant la présentation, je vais couper ma caméra parce que c'est une présentation qui a été scénarisée, donc pour respecter les 15 minutes. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Normalement, ça ne va pas Super. dépasser. Merci. Vous me faites signe sur le son si c'est bon pour vous. Pour l'instant, ça marche. Nickel, hein. C'est parti. Je vais refaire le partage parce qu'a priori, ça n'a pas marché. Oui, Rachid, quand tu partages, il faut cliquer sur la petite case en bas à gauche pour partager le son également, en plus des Ouais, slides. je vais le faire. Juste 30 secondes, ça devrait le faire. Je, je vais partager mon diaporama. Donc ça, c'est partagé. Est-ce que c'est bon? Vous voyez mon diaporama? Oui, pour le diaporama, c'est bon. Ok, très bien. Bon, je vais le faire en a cappella, ça va être beaucoup plus simple. Ok, merci pour cette que j'ai le plaisir aujourd'hui donc de vous présenter ce PowerPoint intitulé Économie circulaire des sédiments. Cette présentation elle est organisée en 4 parties. Donc ici, vous avez dans la première partie, il apparaît évident déjà d'introduire le concept d'économie circulaire. Donc là, je vais me limiter juste à 2-3 petites définitions. Présenter en deuxième partie le contexte et la problématique de cette présentation qui est l'économie circulaire des sédiments. 2 cas d'études, donc ici pour justement montrer un peu les verrous scientifiques et quelques résultats et comment les problématiques ont été résolues. Terminer par quelques conclusions et perspectives. Donc, le concept de l'économie circulaire est apparu en opposition au concept de l'économie linéaire, qui consistait à prendre des ressources, les transformer, les utiliser et en disposer en fin de vie. Donc, au niveau de l'économie circulaire, un des moteurs, c'est justement tout ce qui est réemploi, réutilisation, éventuellement recyclage, comme montré sur les figures ci-dessous. Maintenant, j'ai essayé de dresser très rapidement de l'économie circulaire. Il apparaît assez difficile de l'attribuer spécifiquement à un auteur ou à une date précise. Donc, comme toutes les idées, hein, c'est un processus dynamique en co-auteur du livre From Cradle to Cradle qui a été publié en 2002.
De même, j'ai essayé de regarder sur le plan des publications scientifiques ce qui se passe autour de cette thématique. Il apparaît très rapidement donc une production intensive ces 5 dernières années. Donc les publications scientifiques ont quasiment été multipliées par 15 lors de ces 5 dernières années sur l'économie circulaire. Avant d'aborder le volet stratégie de recherche, il apparaît aussi évident de présenter en quelques mots le contexte général de l'étude, entre autres le secteur d'activité qui nous intéresse, à savoir le secteur de la construction. À l'échelle mondiale, donc le secteur de la construction, par la richesse qu'il génère, est responsable de près de 40% du produit brut mondial. Donc en France, avec un montant global de l'ordre de 660 milliards d'euros, cela représente à peu près 27% du PIB. Ce secteur d'activité est aussi un ogre en termes d'exploitation de ressources naturelles. Au niveau mondial, donc en termes de consommation de granulats, on est à l'échelle de la planète, c'est quasiment 45 milliards de tonnes d'agrégats qui sont utilisés, avec près de la moitié dans les pays asiatiques. En Europe, donc la consommation annuelle de granulats oscille entre 3 à 4 milliards de tonnes. Donc, à l'échelle européenne, malgré quelques fluctuations là, dues aux différentes crises que le continent a connues, on est quand même sur une moyenne annuelle. Là, c'est des statistiques sur les 15 dernières années, sur à peu près 3 milliards de tonnes de granulats qui sont utilisés tous les ans, avec un pourcentage qui reste très, très faible en termes de matériaux recyclés. Maintenant, en termes d'utilisation de ces granulats, on a près de 40% des granulats qui sont utilisés dans le secteur de la route et à peu près 40 autres % de ces matériaux-là qui sont utilisés dans le secteur du béton, qui soit prêt à l'emploi, soit éventuellement préfabriqué. Ce qui explique par la suite pourquoi finalement ces deux domaines-là ont été privilégiés pour la valorisation des sédiments de dragage. Parallèlement à ce besoin énorme de matériaux granulaires dans le secteur de la construction, en France mais également dans le monde, tous les ans, des quantités astronomiques de déchets sont générés à travers la démolition de structures en fin de vie, des déchets d'entreprise. Parmi ces déchets, répertoriés en tout cas en tant que tels dans la réglementation européenne, on peut trouver les sédiments de dragage. Donc, à l'échelle européenne, on évalue à peu près à 1,4 milliard de tonnes de sédiments qui sont générés par cette industrie. Donc, si on met ce chiffre-là en parallèle du besoin en granulats à l'échelle européenne, on est quasiment à 50%. Ces volumes de sédiments sont générés pour diverses raisons, donc création de nouvelles infrastructures, la des chenaux d'accès au port, de tourisme. Actuellement, la majeure partie de ces sédiments-là sont enfouis en mer et peu sont valorisés. À l'IMT Lille Douai, l'étude de sédiments de dragage pour en faire des matériaux de construction est développée depuis plus de 20 ans sous la direction du professeur Abriac et son équipe. Donc, la stratégie mise en œuvre mêle le développement de travaux scientifiques pour mieux connaître et maîtriser les propriétés de ces matériaux-là, l'accompagnement des entreprises pour assurer un transfert technologique et la dissémination des connaissances à l'échelle régionale, nationale et internationale. Ceci a donné lieu à la soutenance de plus d'une vingtaine de thèses, la publication de plus d'une centaine d'articles scientifiques dans des revues reconnues, l'organisation ou la co-organisation de journées scientifiques, la création d'un congrès international sur la gestion des sédiments et aussi la mise en place de 2 chaires industrielles, donc EcoCED 1 donc pour économie circulaire des sédiments et EcoCED Digital 4.0.
Pour la première chaire qui a été mise en place entre 2014 et 2019, donc elle avait pour objectifs principaux de répondre à 7 problématiques scientifiques identifiées dans les travaux antérieurs. Cette chaire, à savoir améliorer la caractérisation environnementale des sédiments, étudier l'effet des matières organiques sur les propriétés physiques et le comportement mécanique des sédiments, regarder aussi l'effet de l'hétérogénéité sur les filières de valorisation, analyser les différentes méthodes de traitement pour en faire des matériaux de construction, développement de matériaux granulaires. Et il y avait aussi un axe transversal qui s'intéressait surtout à la lutte à la source, entre autres l'étude de tout ce qui est dynamique érosif. Donc, suite à cette première chaire industrielle donc, qui s'est clôturée en 2019, donc une deuxième chaire a été lancée, donc la chaire EcoSed Digital 4.0, avec cette fois-ci là un caractère très opérationnel. La chaire est organisée sous forme de groupes de travail ou de groupes thématiques. Et pour chaque thème ou chaque groupe thématique, donc, il y a un responsable scientifique et un responsable industriel. Donc, ces deux responsables sont chargés d'animer le groupe thématique pour, d'une part, se reposer sur le capital scientifique d'IMT Lille Douai et, d'autre part, donc, favoriser la dissémination du savoir généré dans les différentes entreprises qui sont partenaires de la chaire. Maintenant, je voulais vous présenter deux cas d'études pour mieux comprendre un peu la problématique, les difficultés qu'on peut rencontrer et comment est-ce qu'on a essayé de les surmonter. Le premier cas d'étude concerne la valorisation des sédiments de dragage du port autonome de Dunkerque, dans le nord de la France. Donc, dans ce port, tous les ans, à peu près 3 millions de tonnes de sédiments sont dragués. Dans cette étude, on s'est intéressé à deux typologies de sédiments, donc des sédiments fins, communément appelés des vases, et des matériaux de caractéristiques plus sableuses, donc qui ont été dragués à deux endroits différents du port de Dunkerque. Vous avez ici un aperçu des matériaux étudiés, donc avec la vase et le sable dragué. Comme vous pouvez le voir, en termes de propriétés physiques, le diamètre moyen de ces matériaux-là, il est relativement très très faible, donc avec 35 microns pour la vase et à peu près 250 microns pour le sable de dragasse, qui dénote une finesse très très importante de ces matériaux-là. Et de même, si on essaye de regarder en termes de matière organique, par exemple pour les sédiments fins, on a plus de 8% de matière organique. Généralement, les matières organiques sont proscrites dans les matériaux de construction, puisque ça pose énormément de problèmes. De même, en termes de plasticité, on a ici un indice plastique qui est relativement élevé, ce qui procure éventuellement une grande déformabilité à ces matériaux-là. Et des fois, c'est ce qui peut éventuellement être un problème pour certaines applications dans le domaine de la construction. Donc, pour une valorisation dans le secteur de la route, des essais spécifiques ont été menés pour mesurer des propriétés mécaniques. Parmi ces paramètres mesurés, donc, on a la densité optimale, la teneur en eau optimale et l'indice portant immédiat ou l'indice CBR, qui est un paramètre qui permet finalement de prédire le comportement mécanique à court terme des matériaux routiers. Les résultats obtenus sur les deux matériaux étudiés pour l'instant, c'est-à-dire la vase et le sable de dragage, montrent ici des valeurs qui sont relativement très très faibles, donc de l'ordre de 3% pour le sable et 5% pour la vase, comparé aux valeurs qu'on aurait dû avoir pour pouvoir les utiliser dans la route, qui sont indiquées ici à titre indicatif. Donc, en réalité, l'histoire aurait pu s'arrêter là, puisque finalement, les deux matériaux avaient des propriétés mécaniques qui étaient quasiment médiocres. Donc, c'est à partir de là où nous avons commencé
à mettre en œuvre ou à revoir complètement la manière dont ce problème-là est abordé, en essayant de mettre en place de nouvelles méthodes de formulation de matériaux routiers, soit des méthodes qui sont empiriques, semi-empiriques, ou éventuellement des méthodes un peu plus théoriques qui ont fait leurs preuves dans la formulation des matériaux béton, comme les modèles d'empilement compressibles, par exemple. Et donc, avec ces outils-là qui ont été développés, donc nous avons finalement pu arriver à trouver deux formulations qui avaient finalement des niveaux de compacité qui étaient nettement supérieurs aux deux matériaux isolés. Ces mélanges-là ont été traités avec un pourcentage relativement faible de ciment et de chaux pour leur apporter aussi un peu plus de cohésion. Nous avons refait les mêmes tests de caractérisation que sur les matériaux initiaux, donc pour mesurer entre autres l'indice CBR ou l'indice portant immédiat. Donc on peut le voir sur cette figure-là. Donc les valeurs obtenues sont supérieures à 50% pour les deux mélanges qui sont étudiés, ce qui nous permet finalement d'utiliser ces deux mélanges-là dans n'importe quelle couche de la route, sachant que les matériaux isolés ont montré à l'origine des valeurs qui étaient très très faibles, même médiocres pour être utilisées dans la route. Nous avons essayé, donc à partir de ce résultat-là encourageant, nous avons poussé l'investigation un peu plus loin, donc pour appréhender le comportement mécanique à long terme, donc à travers la mesure de la résistance à la compression, la résistance à la traction et des modules de déformation. Donc, de même, les deux mélanges ont donné satisfaction au regard des propriétés obtenues. Donc, les deux matériaux se classent au minimum en classe S2. Donc, en fait, à partir de cette classe S2, comme montré ici, sur ici les valeurs indicatives, on peut aussi, de même, ces mélanges-là, les utiliser sur la base des propriétés à long terme dans n'importe quelle couche de la route, comme montré ici. Les mélanges obtenus ont été validés à l'échelle du terrain, donc par la réalisation, cette fois-ci là, d'une vraie route. Et donc, de même, il y a des échantillons qui ont été prélevés de la route. Ces échantillons-là ont été testés en laboratoire. Et donc, de même, on voit ici que finalement, ces matériaux-là sont classés au minimum en classe S2, ce qui nous permettait de justifier encore une fois l'utilisation de ces mélanges-là comme matériaux routiers. Donc, au niveau de la deuxième application, qui est relatif au béton, donc ici, de même, parmi les applications envisagées pour ces bétons-là, par exemple, l'utilisation comme enrochement pour la lutte contre l'érosion, le développement de récifs artificiels, des matériaux brise-lames. De même, il s'est vite avéré difficile d'utiliser des méthodes de formulation classiques vu que ces matériaux ne respectent pas les critères des matériaux standards utilisés pour la fabrication des bétons. Il te reste une minute, Rachid. 2 minutes, c'est ça? Une et deux. Bon, j'arrive à la fin. De plus, pour les bétons, donc, il est en général important d'optimiser simultanément plusieurs propriétés dont la répercussion peut être antagoniste, donc augmenter la fluidité du béton, tout en, par exemple, ne pas réduire la résistance mécanique de ces derniers. Donc, ceci s'inscrit parfaitement dans les problèmes d'optimisation multi-objectifs où des méthodes issues de l'intelligence artificielle donc, peuvent s'avérer utiles pour résoudre ce type de problème. Donc, pour cette application-là, béton, par exemple, en particulier, la démarche adoptée consistait à associer deux méthodes issues de l'IA, à savoir la programmation génétique. Cette méthode donc, nous a permis, entre autres, la modélisation des propriétés des bétons en fonction des propriétés des ingrédients utilisés. Pour l'identification des formulations susceptibles de répondre à un cahier des charges choisi, par exemple un niveau de résistance et un niveau de fluidité, on a réalisé à travers la mise en place d'une méthode basée cette fois-ci là plutôt sur des algorithmes génétiques. Ici, juste un exemple, au fait, en termes de prédiction, par exemple, de la compacité d'un béton en utilisant justement des méthodes issues de l'intelligence artificielle. Donc, c'est les points rouges que vous voyez ici et on les a comparés à d'autres méthodes qui sont un peu plus théoriques. C'est les points bleus que vous voyez ici. On peut voir assez facilement que finalement, avec l'utilisation des outils issus de l'intelligence artificielle, en termes de prédiction en tout cas, on a réussi à améliorer la prédiction des résultats expérimentaux. J'arrive à la conclusion.
Donc, pour dire tout simplement qu'à travers ces applications-là, donc on a montré que finalement, le sédiment de dragage pouvait être utilisé dans les matériaux de construction ou comme matériaux de construction. Donc, de même, à partir des études réalisées maintenant depuis plus de 20 ans, donc on commence à avoir aussi un recul sur le comportement du matériau sur site, donc ce qui nous permet aussi d'aborder tous les aspects en lien avec la durabilité. Bien sûr, de nouveaux challenges nous attendent dans les années à venir. Éventuellement, comme l'explosion démographique qui va nécessiter aussi à l'échelle mondiale de développer de nouvelles infrastructures, la lutte contre l'érosion où ces matériaux-là pourraient éventuellement être utilisés, donc la réduction de l'empreinte carbone des matériaux de construction en général, donc pas mal finalement de challenges pour l'avenir. Juste pour vous remercier et remercier Valérie d'être patiente. Et je termine juste sur une dernière information pour vous signaler que justement du 29 juin au 3 juillet aura lieu le congrès international I2ASEM, qui est le congrès, on va dire, de référence sur la gestion des sédiments de dragage. Cette année, il aura lieu à Lille. Bien sûr, ça sera sous format numérique. Et je vous ai mis ici l'adresse de contact si vous voulez avoir de plus amples informations. Merci à vous tous. Merci, merci bien Rachid pour cette présentation. Donc, il nous reste 2 minutes, donc je vais poser, nous avons 2 questions, je vais poser la première, et puis si on a le temps, éventuellement la deuxième. Mais, donc, la question est posée aussi par monsieur Isam Charour, qui est professeur à l'Université de Lille. Comment les aspects physico-chimiques ont été pris en compte dans les applications présentées? Peut-être un peu de précision, parce que je ne sais pas s'il veut plus parler de l'aspect environnemental ou éventuellement de l'aspect... est-ce que c'est plutôt l'aspect environnemental, Issam? Environnemental, oui. Oui, voilà. En fait, c'est des choses qu'on n'a pas forcément ici détaillées. Donc, en fait, comme je l'avais signalé dans le cadre d'EcoSat 1, donc il y avait tout un volet justement sur l'amélioration des caractérisations environnementales de ces déchets, parce que selon la réglementation européenne, c'est considéré comme un déchet. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation, en fait, elle est un peu des fois un peu complexe à prendre en considération dans le sens où il y a déjà une réglementation qui existe sur le sédiment quand il est dans l'eau. Il y a une autre réglementation qui existe quand le sédiment sort de l'eau. Il y a encore des réglementations qui existent quand on transforme un déchet en matériaux de construction. Donc, en fait, toutes ces étapes-là, en fait, d'évaluation ou de variation du comportement physico-chimique du matériau, bien sûr, c'est des choses qui ont été prises en compte dans toutes les applications que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, pour certaines applications, il y a des tests qui sont normés ou normalisés. Pour d'autres applications, donc il fallait aussi imaginer des scénarios pour essayer de reproduire ou représenter au mieux l'impact environnemental que peuvent avoir ces matériaux. Très bien, merci, merci Rachid. On a le temps est écoulé, donc je vais passer à la présentation suivante. Ce que je fais, c'est que les questions qui n'auront pas été posées là en direct, je les enverrai à chacun des présentateurs et qui pourra répondre directement à la personne qui a posé la question. Merci beaucoup. Merci Voilà, beaucoup. merci.